quand les Allemands disent qu'ils font quelque chose, ils s'y mettent aussitôt. Et sur l'armée, c'est assez conséquent. C'est-à-dire que l'armée allemande est en train de se transformer. Les budgets ont explosé et on est à un pourcentage impressionnant déjà des sommes assez conséquentes investies dans les programmes militaires. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Depuis 3 ans et le début du conflit russo-ukrainien, l'Allemagne reprend une place stratégique et géopolitique de premier plan en Europe. Comment traduisez-vous cela ? Alors, il faut voir que depuis le début du conflit, pas exactement. Il y a eu 2 chanceliers qui se sont succédés, Olaf Scholz et Friedrich Merz. Le style n'est pas le même, les ambitions ne sont pas les mêmes. Et le repositionnement de l'Allemagne n'est pas le même du tout. À l'époque d'Olaf Scholz, on avait toujours en pointe parmi les alliés européens dans le soutien à l'Ukraine Emmanuel Macron, Keir Starmer, mais on sentait qu'à chaque fois, l'Allemagne traînait des pieds pour notamment... ça a été toutes les étapes, par exemple le fait de fournir des Léopard 2 aux Ukrainiens, des chars lourds, ça avait été un sujet de controverse énorme en Allemagne. Les chars allemands produits par Rheinmetall, les mêmes qui produisaient pendant la Seconde Guerre mondiale les Panzer, renvoyant d'autres Panzer, puisque en allemand le terme char, ça reste Panzer, sur les plaines d'Ukraine. Évidemment, il y avait une résonance historique que beaucoup d'Allemands n'étaient pas prêts à accepter et que beaucoup de Russes ont perçu comme finalement une attaque ou un prolongement de la guerre de leurs grands-parents. Donc l'Allemagne hésitait, Scholz n'était que le numéro 2 d'Angela Merkel, qui aurait sans doute probablement mieux géré cette crise ukrainienne et cette guerre en Ukraine et le nouveau positionnement de l'Allemagne. Olaf Scholz, c'était le grand argentier du pays, un homme de chiffres, mais pas un homme de décision, et surtout pas quelqu'un capable de repositionner et transfigurer, on va dire, son pays à la faveur de cette crise avec la Russie. Avec Friedrich Merz, on est quand même dans on va dire, dans une transformation de l'Allemagne très intéressante, voulue à la tête, cette fois-ci, assumée, en sachant qu'on est face à un chancelier aussi qui a une opposition très très forte sous la forme de l'AfD, Alternative für Deutschland, qui est aux dernières élections était juste derrière, donc il a été élu chancelier. Vous savez, c'est toujours des coalitions en Allemagne, mais on va dire que pour le coup, il y a eu une sorte de front anti-AfD qui lui a permis d'être élu, mais aujourd'hui, dans tous les sondages, l'AfD est devant. Donc il n'y a pas d'élection, donc il est toujours à la tête, mais sur le front intérieur, je vais en parler déjà, sur les questions migratoires, il n'a aucun problème à rompre avec l'héritage, on va dire, de Mutti, la maman de l'Allemagne, Angela Merkel, qui avait, quand elle accueille en 2015 les réfugiés syriens, l'idée que c'est un peu comme si elle accueillait les gens de l'Est à l'époque communiste. Elle vient de l'Allemagne de l'Est, elle conçoit le réfugié comme réfugié politique avant tout, et elle dit l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre, donc elle fait venir 1 million de Syriens. Aujourd'hui, ce million de Syriens, c'est plus ou moins bien intégré, mais il y a énormément de problèmes de violence, énormément de problèmes avec cette immigration, et on va dire les conséquences de ça a été directement la montée de l'AfD. Qui à l'époque, en 2015, ne dépassait pas les 5% et aujourd'hui caracole au-delà des 20%, un peu dans tous les Länder allemands. Donc on est avec un chancelier de droite
qui assume une politique anti-migratoire. D'ailleurs, ce que Donald Trump, c'est le seul d'ailleurs à avoir répondu à Donald Trump sur les questions de la disparition de l'Europe, disparition civilisationnelle, telles qu'ils ont été émises dans le document de stratégie de sécurité nationale américain pour les 4 prochaines années, où les Américains font la leçon aux Européens et leur disent attention, si vous ne vous saisissez pas, vous courez à la catastrophe. Le seul à avoir répondu, c'est Friedrich Merz, en expliquant que lui avait pris des mesures, qu'il était intraitable sur ces questions-là. Et l'autre question et l'autre grande question, c'est effectivement, et vous avez raison, la place de l'Allemagne dans la future Europe, étant donné que les Américains lâchent les Européens. Alors, ils ne les lâchent pas complètement, mais on a bien compris que géopolitiquement, c'était un peu à nous de nous débrouiller. Et que là, on a senti quand même, ces temps derniers, avec la dernière réunion, notamment à Londres, entre Friedrich Merz, Keir Starmer et Emmanuel Macron, autour de Volodymyr Zelensky, pour venir en secours de l'Ukraine face finalement à des Américains, aux pressions américaines sur le pays pour accepter le plan de paix tel qu'il est, c'est-à-dire un plan de paix plutôt favorable à la Russie. Et là, on a senti que Friedrich Merz était prêt à prendre le leadership. Alors, on ne sait pas comment ça se passera avec Emmanuel Macron, qui également a des ambitions pour l'Europe. Mais chez Merz, c'est assez net. Et en premier lieu, c'est une des grosses différences, je vais dire, de l'Allemagne par rapport à la France, ou même par rapport à l'Angleterre, c'est quand les Allemands disent qu'ils font quelque chose, ils s'y mettent aussitôt. Et sur l'armée, c'est assez conséquent. C'est-à-dire que l'armée allemande est en train de se transformer. Les budgets ont explosé et on est à un pourcentage impressionnant déjà des sommes assez conséquentes investies dans les programmes militaires. Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre. Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité et la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Vous l'avez dit, Régis, militairement, l'Allemagne a choisi de réinvestir massivement dans son industrie de l'armement. Pourquoi une telle démarche, selon vous ? Une telle démarche parce que l'Allemagne, je pense, ambitionne, alors d'abord redoute effectivement une confrontation avec la Russie, mais comme un peu tous les pays européens, qu'elle en soit convaincue, qu'elle soit convaincue de son imminence, me paraît, on va dire, moins évident que le chef d'état-major de l'armée française, par exemple, ou Mark Rutte, dont on avait commenté ici même les remarques la semaine dernière, nous expliquant qu'il fallait qu'on s'apprête à vivre la guerre de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, sous-entendu Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il n'y a pas cette emphase incantatoire, ces peurs publiques, même si Merz est très ferme vis-à-vis des Russes. Au contraire, il y a l'idée qu'on va faire notre armée. On redémarre le service militaire, là ça y est, c'est l'année prochaine. Tous les jeunes hommes nés à partir de 2008 doivent se faire recenser. Le service militaire, toujours base du volontariat comme le nôtre, sauf qu'en Allemagne il est beaucoup plus intéressant. On est à 2600 € par mois. En France on est un peu plus de 800, ce qui rend la chose moins attractive. Mais donc l'Allemagne met les bouchées doubles parce qu'elle sait qu'elle a, et c'est là le paradoxe que doit affronter Friedrich Merz, c'est-à-dire l'imminence on va dire la présence d'un voisin russe ultra puissant
qui, quelque part, est en train de, on va dire, de l'emporter en Ukraine, même si l'Ukraine résiste vaillamment, mais on va dire que la Russie, pour le moment, a le vent en poupe, qu'elle est armée jusqu'aux dents, qu'elle est rentrée en économie de guerre quasiment, et que l'Allemagne se voit un petit peu, et je pense, et le chancelier aujourd'hui, comme le garant de l'Europe. Et il a bien compris le message adressé par les Russes et message adressé par les Américains, que les Européens allaient devoir se débrouiller. Et en se débrouillant, ça veut dire construire une grosse armée, ça veut dire mobiliser la population, ça veut dire trouver des soldats, ce qui n'est pas évident du tout en Allemagne, à cause du poids de l'histoire, à cause de ce refus finalement de revoir l'Allemagne prendre une pente belliqueuse. Les volontaires n'affluent pas, donc il faut trouver des mesures incitatoires. Il y en a une qui est intéressante sur le service militaire. Le service militaire va être fait pour une durée de 6 mois, mais s'il y a un engagement, par exemple, à faire 1 an de service militaire, il y aura des aides, par exemple, pour le permis de conduire. Des choses très pratiques comme ça, de manière à inciter les jeunes, effectivement, à se dire, bon, bah voilà, je passe 1 an, je ressors, j'ai mon permis de conduire. Enfin bref, il y a tout un tas d'autres mesures comme ça qui ont été mises en avant pour rendre la chose attractive et tenter justement de briser ce tabou historique qui fait que l'Allemagne, en raison de la Seconde Guerre mondiale et de la Première, ne veut plus apparaître comme la puissance belliqueuse ou la puissance qui intervient à l'étranger. Et là, on est pleinement dans un exercice de défense, mais on sent bien quand même que on parle de prendre les chaînes de production de Volkswagen, par exemple, pour multiplier la cadence de production des chars par Rheinmetall, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, les chaînes de production de Porsche ou d'autres avaient été utilisées, ou d'autres fabricants d'automobiles avaient été utilisés précisément. Donc on retrouve un peu des réflexes, et c'est toujours la même société, monstre Rheinmetall, qui va fabriquer la plupart des véhicules qui vont équiper la future armée allemande. Berlin pourrait-il remplacer les États-Unis comme leader de l'OTAN en cas de désengagement de Donald Trump? Alors c'est intéressant parce que Donald Trump peut se désengager de l'Ukraine, mais il peut aussi retirer les États-Unis de l'OTAN. Il l'a déjà menacé de le faire. Et effectivement, l'OTAN sans les États-Unis, ça veut dire que tout s'arrête. Enfin, peut-être pas tout s'arrête, mais en tout cas, l'alliance serait amoindrie. Or, la guerre en Ukraine l'avait plutôt renforcée. Donc, effectivement, il va falloir trouver une alternative. L'Allemagne hésite entre jouer la carte européenne ou jouer la carte OTAN, parce que là aussi, elle a des atouts. Hein. Je rappellerai que la présidente de la Commission européenne s'appelle Ursula von der Leyen, qu'elle a été d'abord ministre de la Défense allemande à une époque. Donc, elle est dans l'appareil entre Friedrich Merz, le chancelier qui assume sa puissance et qui assume le rôle de l'Allemagne, puisque l'Allemagne reste un mammouth financier en Europe. Une énorme part des finances européennes sont allemandes. Et on peut quand même constater qu'aussi l'Union européenne a été façonnée plus sur le modèle allemand que grâce à l'influence française. Diplomatiquement, le chancelier Merz multiplie les rencontres officielles. Est-ce que la première puissance européenne, l'Allemagne, elle est crédible en tant que puissance diplomatique? Moi, je crois tout à fait. Si elle accepte, en effet, de briser le tabou, et si elle accepte d'assumer pleinement qui elle est, l'Allemagne peut devenir la locomotive. On va dire que longtemps, il y a eu cet affrontement franco-allemand. On parlait du couple franco-allemand, qui en général, quand on parlait du couple franco-allemand, on disait toujours il ne va pas bien ou ça ne va pas, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait effectivement 2 philosophies, deux visions des choses, 2 politiques assez opposées, même si l'Europe a été faite grâce à ce constat au départ que l'Allemagne et la France, il fallait qu'on cesse de se faire la guerre, et que depuis 80 ans, grâce à l'Union européenne, on ne se fait plus la guerre entre Français et Allemands. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on a des intérêts convergents, loin de là. Et aujourd'hui, on sent que justement sur cette... c'est un petit peu, on va dire,
pour moi, une opportunité historique pour l'Allemagne de revenir dans le jeu et de compter à nouveau comme puissance diplomatique internationale. Peut-être que... parce qu'on ne sent pas finalement un engouement autour des projets d'Emmanuel Macron. On ne sent pas que Keir Starmer, qui d'ailleurs ne fait plus partie de l'Europe, l'Angleterre, on sent qu'autour de Mélanie, il y a quelque chose qui s'est créé, parce que Mélanie incarne à la fois le souverainisme en Europe, mais adhère à l'Union européenne, n'a pas quitté l'Union européenne, contrairement au fantasme exprimé d'ailleurs par Mme van der Leyen au moment, juste avant de l'élection de Mélanie. Et en même temps, elle est très proche de Donald Trump, donc c'est un peu, on va dire, l'Europe des nations contre l'Europe de Bruxelles. Je pense que l'Allemagne, elle, peut arriver à éviter cet écueil, apparaître comme une forme de rassemblement et peut-être faire en sorte que l'Union européenne ne soit pas si oppressive qu'elle ait pu l'être, si technocratique. Donc là on est clairement sur l'Union européenne dans une phase de déclin, me semble-t-il, face à la montée justement des souverainismes en Europe, que ce soit Viktor Orban, que ce soit Robert Fico, Giorgia Meloni par exemple, pour prendre ces trois-là, qui se sont taillés diplomatiquement une importance assez considérable. Prenez la Hongrie, on a quand même parlé jusqu'à récemment que la rencontre qui devrait sceller la paix entre Poutine et Trump se passe à Budapest. Donc Budapest est devenu un élément central et Viktor Orban a fait en sorte que son petit pays, dont le PIB fait à peine 1,8% du PIB de l'ensemble des pays européens, petite nation de 10 millions d'habitants, qui fait à peine 10 millions d'habitants et qui est devenu un mastodonte de la diplomatie. L'Allemagne, effectivement, si elle prend ce leadership et qu'elle arrive aussi à trouver c'est-à-dire, il n'est pas question, à mon sens, pour l'Allemagne de prendre des positions ultra, comme a pu le montrer Emmanuel Macron, encore une fois. L'Allemagne, par exemple, il faut noter, n'a toujours pas livré de missiles Taurus à l'Ukraine, donc missiles à longue portée, extrêmement performants. Et ça a été une demande répétée du président Zelensky, et l'Allemagne n'a toujours pas cédé là-dessus. Donc il y a quand même une certaine prudence, on est moins dans la rhétorique belliqueuse en Allemagne, on est plus dans le réalisme, mais en attendant, les Allemands sont en train de construire leur armée. Quand ils construisent leur armée, vous savez, quand l'augmentation des budgets de la défense allemande ont été annoncés, je me souviens d'une blague d'un journaliste allemand sur son compte Twitter qui disait en gros, si je comprends bien, vous êtes en train de nous demander à nous, Allemands, de construire une grosse armée, de traverser la Pologne et d'attaquer la Russie. Voilà. J'ai bien compris, c'est ça ? Voilà. Bon, évidemment, c'était un rappel historique, un clin d'œil, qui ne manquera pas d'être exploité par les Russes, qui ont effectivement ça aussi, l'obsession du retour de l'Allemagne. Encore que, vous avez des chanceliers comme Gerhard Schröder qui ont été très pro-russes, et donc il y a toujours des relations très complexes entre l'Allemagne et la Russie, et ça ne va pas évidemment forcément déboucher sur une guerre, mais en tout cas sur l'idée de défense de l'Europe, qui est apparue au cours de cette crise comme un énorme marché, une énorme superstructure, mais dont les armées étaient résiduelles, qui n'étaient plus capables de produire des obus, qui n'étaient quasiment plus capables de produire des chars. Ben, aujourd'hui, il y a bien quelqu'un qui doit s'y mettre, et l'Allemagne apparaît effectivement comme le potentiel leader du monde européen. Au-delà des pays de l'Union européenne, quelles sont les relations stratégiques qu'entretient l'Allemagne avec le reste du monde? L'Allemagne est bien placée, oui. Avec la Turquie, les relations sont extrêmement anciennes. La Turquie qui est la première armée de l'OTAN. Oui, tout à fait. Oui. La Pologne aussi a beaucoup de soldats, mais elle n'a pas effectivement... Mais surtout, les relations entre la Turquie et l'Allemagne sont très très anciennes. Il y a quelques 3 millions ou 4 millions de Turcs qui vivent en Allemagne, et ça remonte même avant le Troisième Reich. À la fin de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, une grosse partie de la flotte de guerre allemande qui avait été décommissionnée avait été vendue à la Turquie. Donc la Turquie s'était équipée en frégates, en cuirassés allemands à la fin de la Première Guerre mondiale. Et l'intégration, enfin dire, les deux pays ont des relations très fortes
depuis longtemps. L'Allemagne a aussi des relations très fortes avec la Chine, qu'elle a établies bien au-delà du cadre européen. Je rappelle qu'une des explications, le triptyque sur lesquels est basé le succès, le fameux Deutsche Qualität et le succès de l'Allemagne à la fois économique et financier, repose sur 3 piliers. Un triptyque qui est d'abord la sécurité américaine. Alors ça, aujourd'hui, on oublie, mais les soldats américains sont toujours à Ramstein et dans les bases en Allemagne. Hein. Ils n'en sont pas partis. Mais l'Allemagne avait, on va dire, sous-traité sa sécurité aux Américains. Elle s'approvisionnait en gaz bon marché auprès de la Russie. Ça, c'était le deuxième pilier. Donc gaz bon marché, sécurité américaine. Et puis le troisième, c'était l'ouverture vers la Chine et le commerce très très important avec la Chine. Ça avait été établi à l'époque de Gerhard Schröder, qui avait réformé d'ailleurs l'Allemagne pour en faire une puissance monétaire, une puissance économique conséquente, alors que c'était un social-démocrate. À une époque où nous, on en était toujours à faire les 35 heures en France. Si vous voulez, les sociaux-démocrates allemands ont ce pragmatisme, et Schröder l'a eu à son époque, et l'Allemagne un petit peu a continué à naviguer, à appuyer sur ces 3 piliers, et elle s'est taillée la part du lion en Europe, avec aussi des institutions européennes qui, il faut le reconnaître, un euro qui lui était extrêmement favorable. Donc voilà, c'est là-dessus. Alors les choses ont changé effectivement à cause ou grâce à Donald Trump ou aux Américains, parce que dans sa première mandature, Donald Trump avait déjà critiqué l'Allemagne, promettant de sortir de l'OTAN si chaque pays ne payait pas son obol à la construction et à la défense collective qui était l'OTAN, et insistant sur le fait que les Américains payaient trop et qu'ils assuraient, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, la sécurité de l'Allemagne, alors que celle-ci se fournissait aux 2 tiers en hydrocarbures venant d'un pays qui était adversaire des États-Unis. Ça, ce conflit d'intérêts, on va dire, entre d'un côté les ressources énergétiques qu'on achète à la Russie et la sécurité qu'on sous-traite aux Américains, ça, Donald Trump était bien décidé à ne pas le laisser passer. La guerre en Ukraine a été un accélérateur du divorce entre la Russie et l'Europe occidentale, parce que pour les États-Unis, il fallait, et que ce soit Biden ou Trump, la situation actuelle permet que les États-Unis se sont ouverts le marché européen, vendent leurs armes à l'Europe. Grâce à la guerre en Ukraine, c'est tout bénef pour les États-Unis. Et l'un des principaux perdants de cette guerre en Ukraine, c'est l'Allemagne, dont la croissance aujourd'hui est proche de 0, qui a énormément de difficultés dans ses PME, dans ses petites entreprises, à cause justement du fait qu'elle va être obligée d'acheter du gaz plus cher aux États-Unis, et donc effectivement avec des coûts supplémentaires, et la manne qu'offrait ce gaz à bon marché russe n'existe plus aujourd'hui. Donc l'Allemagne, c'est un peu tirer une balle dans le pied pendant ce conflit. Aujourd'hui, ses relations avec la Russie et avec les États-Unis peuvent être aussi redéfinies. C'est intéressant parce que de toute façon, les Américains quelque part, quand ils pensaient Union européenne, ils pensaient Allemagne. Et la Russie aussi. Et tout le reste paraît subalterne ou très accessoire. Et donc, ça va être intéressant de voir comment, si cette impulsion qu'on a notée dans la personne, à travers la personne de Friedrich Merz, va se poursuivre, en sachant que, également, et ça je terminerai là-dessus, en politique intérieure, il n'a pas le choix. Il est cornaqué par l'AfD, qui a une position radicalement différente et beaucoup plus favorable aux Russes, justement. Donc, il est sur la sellette. Au niveau de ses électeurs, il en a perdu beaucoup. Et une partie des gens de la CSU, dans les sondages, indiquent qu'ils pourraient voter AfD aux prochaines élections. Donc, un chancelier dont l'emprise n'est pas très établie, mais qui a des choses à prouver. Voilà. Merci Régis. Et Régis, on se retrouve ce soir à 18h. Tout à fait, à 18h, et je vous le signale encore, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, mais pour commenter cette fois-ci les négociations. Est-ce qu'on va enfin aboutir avant Noël,
ça paraît difficile, mais en tout cas, les Américains disent 90% du travail est fait. Et un de leurs négociateurs, Keith Kellogg, a dit ce sont les 100 derniers mètres, mais c'est les plus difficiles. Donc, est-ce que on va repartir pour un round de négociation? On va en parler tous ensemble ce soir et vous pourrez me poser vos questions. Voilà. À ce soir, Régis. À ce soir.